passer au cours de cette trentaine de minutes, ça concerne ce nouvel acteur des restructurations, le comité social et économique. Donc en gros, fini les personnels, les DP, le CHSCT, 31 décembre 2019. Tout le monde est au carré et ces IRP seront donc unifiés dans un organe unique qui sera ce fameux CSE. On va passer en revue avec nos différents intervenants quel est son rôle, comment il va être mis en œuvre et puis de manière plus opérationnelle et stratégique, comment les entreprises vont pouvoir se saisir de ce qui semble être une nouvelle opportunité. Philippe, pour ouvrir cette table ronde, il vous appartient de poser un peu le cadre et de nous remettre en perspective les objectifs auxquels répond ce CSE, puis finalement nous dire est-ce que c'est vraiment nouveau. Oui, alors, en effet, c'est... Bien près peut-être près du menton. Prenez bien. Oui, très bien. Bon, en effet, ce CSE est à la fois une révolution parce que, comme l'a dit tout à l'heure Pierre-André Humbert, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est-à-dire que d'un côté, on supprime dans les années qui vont venir rapidement plus de DP, plus de CHSCT, plus de CE, mais ce fameux comité social et économique à la place. D'abord, très rapidement, on ne vient pas de nulle part. Il y a eu les lois Rebsamen, il y a eu la DUP à 300, la DUP à 200, l'intégration du CHSCT, 50 000 rapports, et aujourd'hui, on est à peu près mûr pour pouvoir mettre ça en place. Il faut aussi bien comprendre que cette instance, qui sera donc unique, en réalité, c'est probablement une étape dans l'attente de ce qu'on va appeler plus tard le conseil d'entreprise, qui existe déjà. Et là, il ne faut pas s'y tromper, parce qu'en réalité, tout ça tend à avoir un peu une cogestion à l'allemande, où on aura ce conseil d'entreprise qui sera à la fois le CSE, mais qui sera aussi celui qui va négocier des conventions collectives, les dénoncer le cas échéant et les adapter. Bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc dans les entreprises qui vont avoir déjà 11 salariés, le CSE reprend le pouvoir des DP. Dans celles qui ont plus de 50 salariés, les pouvoirs du CE et des DP et du CHSCT. Bon, donc de ce point de vue-là, les grandes zones de compétences restent identiques. Néanmoins, on peut s'interroger, et le CHSCT d'une certaine manière, avant il avait une existence propre. Dans certaines industries, par exemple, le CHSCT, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes que le CE. Alors, dans les entreprises de plus de 300, on va avoir ce qu'on appelle une commission santé, sécurité, conditions de travail, qui d'une certaine manière, il faudra au moins 3 membres, elle va recevoir délégation des pouvoirs du CSE pour prendre à bras-le-corps ces problématiques-là. Et puis dans les entreprises de moins de 300, l'inspection du travail pourra l'imposer. Donc, certains ont pu dire, mais après tout, le CHSCT disparaît, alors que, paradoxe, le CHSCT était monté en puissance au cours des dernières années. Il était de plus en plus dans toutes les réorganisations, les restructurations. D'ailleurs, on continuait à devoir l'informel consulter sur des accords d'entreprise qui portaient sur sa compétence, alors qu'on n'avait plus à le faire pour le comité d'entreprise. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant qu'il ait disparu. Mais encore une fois, en réalité, si on parlait de fusion-acquisition, qui acquiert qui? Est-ce que c'est le CE, le CHSCT? Moi, ce que je constate, c'est qu'on a donc cette commission qui va être dédiée, qui a la possibilité de proposer au CSE des expertises en la matière. Par accord collectif d'entreprise, on peut lui donner encore plus de pouvoir. Donc concrètement, on ne peut pas dire, par exemple, on doit avoir 12 réunions annuelles, il y en a 4 qui doivent être sur ces thèmes-là. Donc on ne peut pas dire que le CHSCT a disparu, loin s'en faut. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'avant, comme l'a dit Pierre-André Humbert, on avait un empilement des réunions. Il fallait aller faire le CE, le CHSCT, répondre aux questions du DP. Bon, on perdait un temps pas possible, des heures et des heures pour la direction. Là, au moins aujourd'hui, on va avoir une unicité d'interlocuteurs. C'est bien pour l'entreprise, parce qu'on va gagner du temps et de l'efficacité. Mais c'est bien aussi pour le dialogue social. Parce qu'avant, d'une certaine manière, et là, si je prenais la casquette du côté IRP, avant, on pouvait saucissonner l'information. On disait ce qu'on avait bien envie de dire au CE, pareil au CHSCT, avec un peu de chance, ce n'était pas les mêmes, etc. Bien. Même souvent, c'était les mêmes, mais pas toujours. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on va avoir une instance unique. Cette instance unique, elle a donc accès à un niveau d'information global, et si j'ose dire, stratégique. Et donc, elle va avoir un levier de négociation. Vous n'allez pas pouvoir lui cacher des choses. Aussi, on peut se dire, par exemple, prenez les risques psychosociaux. Bon, c'était complètement déconnecté. Mais aujourd'hui, si vous mettez en place une réorganisation, vous allez avoir tout de suite les questions qui vont se poser.
qui avant peut-être aurait été posée par le CHSCT, mais là, tout va devoir être pris à bras-le-corps d'un coup. Donc vous voyez une perspective, j'ai envie de dire, de fluidité dans la négociation. Alors certains peuvent aussi se dire, tiens, on avait des DP, on n'en a plus. Mais là, par accord collectif d'entreprise majoritaire, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle des délégués de proximité. Et là, c'est à la main libre de l'employeur. Il faudra faire attention parce qu'il n'y a pas de mesure supplétive. Donc là, si on veut mettre en place ce genre d'accord parce que vous considérez que dans vos entreprises, ça a du sens, il faudra faire attention à ce qu'on écrit. Dernier point sur cette présentation très générale, juste pour information, l'ordonnance sur le CSE, c'est la plus complète, la plus longue. On a déjà le décret qui vient de sortir, donc là pour le coup, il faudrait passer une journée à tout passer en revue. Mais dernier point, sur cette présentation, premier point, c'est la consultation, les délais de consultation. Alors les délais de consultation, comme avant, ça ne change pas, je peux avoir un accord collectif d'entreprise. Et là, je vous parle des consultations que je raccroche à notre thème qui est de la restructuration. Pas les consultations récurrentes. On a vu tout à l'heure avec Pierre-André Imbert qu'on peut avoir un agenda social. Là, je suis plutôt sur compression d'effectifs, PSE, accord d'intégration, de substitution, bref, quand vous voulez réorganiser, quels sont vos délais. Alors, donc sur du ponctuel, si j'ose dire. Non, premièrement, ça reste ce qui était avant, c'est-à-dire par accord majoritaire d'entreprise, je peux prévoir mes délais, mon nombre de réunions, etc. Ça ne change pas. Maintenant, à défaut de délégués syndicaux, vous voyez, prééminence des délégués syndicaux, à défaut de délégués syndicaux, je peux négocier ça avec la majorité des membres du CSE. Bon, et puis sinon le décret. Alors le décret, aujourd'hui, il nous dit 3 choses. Si c'est une consultation classique, 1 mois, bon, ça ne change pas. Si je dois une expertise, 2 mois, ça ne change pas. Mais il n'y a plus de CHSCT. Vous vous rappelez, avant, s'il y avait un CHSCT, 3 mois. Il n'y a plus de CHSCT. Donc, mais on a quand même un 3 mois. Le décret, qui va bientôt être publié, vous dit, à partir du moment où vous allez avoir une ou plusieurs expertises sur une consultation qui concernera comité central, comité d'établissement, alors on en revient à 3 mois. Ce qui veut dire que si par exemple vous n'avez pas d'expertise ou pas de CHSCT, à l'époque, même si vous n'aviez pas d'expertise et si le CHSCT était dans la boucle, vous en aviez pour 3 mois. Aujourd'hui, pas d'expertise, 1 mois. Vous voyez, on passe de 1 à 3 alors qu'on peut avoir finalement pas mal de problématiques. Dernier point, en fait c'était mon avant-dernier point. Dernier point, parce que ça c'est important, finalement c'est la montée en puissance des syndicats. Par accord d'entreprise, je peux mettre en place les modalités de fonctionnement de mon CSE. Et notamment via l'accord de mise en place. Dans cet accord de mise en place, on peut prévoir plein de choses. Il y a un point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la définition des établissements. Ça, c'est un vrai sujet. Si je mets en place avec un accord d'entreprise, j'ai une structure, on a des entreprises, vous allez avoir 136 établissements. Vous vous rendez compte, 136 établissements. C'est un exemple d'un dossier sur lequel on a travaillé. Énorme. Bon, par accord avec les syndicats majoritaires, ou si je n'ai pas de délégués syndicaux, la majorité des membres du CSE, je vais pouvoir définir mes établissements au sein de mon entreprise de manière totalement libre. Totalement libre. Je n'ai plus à me poser, à appliquer les critères des établissements pour les DP, pour les DS, pour le CE, pour le CHSCT. Ouf, tout ça c'est fini, totalement libre. À supposer que ça ne soit pas libre, je peux le mettre en place unilatéralement, mais là, qu'est-ce que je retiens comme critères? Est-ce que ce sont les critères des DP, les critères du CE? Alors là-dessus, le décret nous donne une chose qui pour moi est une bonne nouvelle, c'est plutôt le critère de l'établissement CE, c'est-à-dire l'autonomie de gestion du responsable d'établissement. Par exemple, je suis dans une entreprise, j'ai plein de délégués du personnel, et bien demain, je vais pouvoir dire, délégué du personnel, c'est supprimé. La collectivité de salariés, c'est plus mon problème. Je vais simplement appliquer unilatéralement ce qui avant relevait du comité d'entreprise. Et donc, je vais pouvoir mettre en place dans une entreprise peut-être 5 ou 6 établissements au lieu de 136. Ça, c'est majeur comme différence. Donc simplification, efficacité, un rôle plus stratégique et donc plus d'équilibre, Philippe, dans le dialogue social. Exactement, le dialogue social avant tout. Pas d'équilibre dans la voix, mais plus d'équilibre dans le dialogue social. Vous avez mentionné à plusieurs reprises les expertises. Ouais. On dit souvent qu'elles sont chères. Alors oui. Ça sert pas à grand-chose, ça fonctionne pas bien en tout cas. Est-ce que là, on a compris dans le message que vous avez passé, on va quand même dans le bon sens? Alors, pour les expertises, effectivement, on va dans le bon sens à plusieurs égards. D'abord parce que puisque je n'ai plus un CE, un CHSCT, etc., je vais avoir un organe. Cet organe, c'est lui qui va me déterminer si oui ou non il a envie d'une expertise. Donc déjà, j'ai plus à me poser la question de le CHSCT, est-ce qu'il veut un expert? Ça sera en une fois.
puisque ça sera en une fois, parlons des choses qui fâchent, le coût. Parfois, on se dit, mais tiens, nos amis qui font des expertises nous font, allez, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, des copier-coller, et ça coûte très cher. Bon, très bien. Maintenant, si plutôt que d'avoir 2-3 expertises, j'ai un CSE qui va me déterminer un expert pour tout le sujet de la réorganisation, on peut dire qu'il y aura peut-être des économies d'échelle, une espèce de mutualisation, et de ce fait, ça coûtera moins cher, premièrement. Deuxièmement, il y a cette règle selon laquelle le CE devrait prendre en charge au moins 20% du coût des expertises. Alors, ça semble battu en brèche. On va voir si ça va continuer, parce que maintenant on nous dit mais faut-il encore qu'il ait du budget disponible et qu'il n'ait pas fait des reports sur les 3 dernières années. Bon, mais enfin, le principe est que maintenant, comme c'était le cas pour les orientations stratégiques déjà, les 20% sont à la charge du CE. Donc vous voyez, une espèce de mutualisation, 2, ils seront obligés de participer au coût. Troisième bonne nouvelle, on avait quand même un sujet, c'est que le CHSCT n'avait pas de budget. Donc il pouvait faire tout et n'importe quoi, de toute façon on était obligé de payer. Et le pire, c'est que même lorsqu'il faisait n'importe quoi, on devait aller au TGI pour contester l'expertise. Et même quand on avait raison, c'est-à-dire qu'on nous disait oui, en effet, le CHSCT n'avait pas demandé d'expertise, donc l'expertise est annulée. N'empêche qu'il fallait payer les frais d'avocat du CHSCT. Bon, c'était quand même un scandale absolu. Alors aujourd'hui, au moins, le CHSCT n'a plus de budget, donc cette question ne se pose plus. Les délais, pour finir. Alors les délais, c'est pareil. Le décret va fixer un nombre de délais spécifiques par thème. Maintenant, sur ce qui est ponctuel, là-dessus, l'expert doit rendre son rapport dans les 15 jours précédant la date à laquelle l'avis doit être rendu. Alors, vous voyez, quand même, là, c'est quand même compliqué pour eux parce qu'ils sont missionnés 3 jours pour vous demander et poser des questions. Vous avez 5 jours pour répondre, ça fait 8 déjà. Si on est sur 2 mois, 8 pour aller à 8 semaines, il ne leur reste plus qu'un peu près 5 semaines pour faire leur rapport. Bon, donc je pense que de ce point de vue-là, ils ne vont pas être contents. Mais ça, c'est bien, parce que ça va les pousser à aller vite et peut-être pas à surfacturer en allant droit à l'essentiel. Dernier point là-dessus, là c'est un petit peu complexe, j'ai envie de dire. C'est bien, mais ça me paraît un peu illogique. Bon, on peut contester maintenant, en la forme des référés devant le TGI, enfin depuis toujours d'ailleurs, à plusieurs étapes. C'est-à-dire au moment où l'expertise est décidée, on peut la contester dans son principe. On peut contester l'expert, on peut contester le contenu, le périmètre, le coût prévisionnel et le coût final. Donc il y a 5 ou 6 choses, ou même 7, qu'on peut contester. Et à chaque fois, c'est une procédure à part, et à chaque fois, j'ai 10 jours pour saisir le juge en la forme des référés. Alors, dans le premier projet, c'était 5 jours pour faire tout ça, maintenant c'est 10. Comment on fait ça en 10 jours ? C'est-à-dire qu'il va falloir recevoir le doc, le regarder, en discuter avec les clients. Est-ce qu'on veut contester ? Oui, pourquoi ? Quelle raison ? Ça prend un peu de temps. Après, il va falloir rédiger l'assignation. Une fois qu'on l'a rédigée, il va falloir entrer en contact avec le greffe du TGI. Là-dessus, il va falloir avoir une date. Parfois, on peut y aller que le mardi ou que le jeudi. Bref, il faudra avoir tout fait, ça, en 10 jours. Donc là, je pense que c'est un peu complexe. Et dernier point, l'ordonnance est muette sur la possibilité d'aménager le délai d'expertise, de remise du rapport sur les consultations ponctuelles. Alors, est-ce que c'est un oubli, auquel cas on pourra de toute manière l'aménager aussi, par exemple l'allonger si on a envie, ou bien est-ce que ce n'est pas un oubli, c'est fait exprès pour serrer vraiment le délai ? Bien. Une autre dimension un peu tactique dans ce CSE, et là ça fait oui. On nous a dit de la régie, c'est le moment où il faut passer les slides. Alors, alors pas de panique, il n'y en a que 2. Donc là ça concerne les mesures transitoires, où donc il y a un schéma de mise en place qui est allé jusqu'au 31 décembre. Maintenant il faut nous envoyer les slides. Ah, alors, donc, bon. C'est la frise. Il y en a 2.